وطنية تاني عسلامة ومرحبا بكم، وبالخصوص متتبعي وتلاميذ سنوات الأخيرة السنة البكالوريا 2014. أنتم اليوم على موعد مع مادة جديدة، بما أنه كل يوم عندكم مجموعة من المواد ومجموعة من الأساتذة اللي يكونوا ديما حاضرين لتقديم الأجوبة على مختلف التساؤلات اللي توصلنا عن طريق رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم. ونحاول من الأول باش نذكر بيه، بما أنه بدينا نستقبلوا في المكالمات الهاتفية منذ الساعة 5 مساء. نذكر بالأرقام واللي هي 71 845 300 و71 848 808. اليوم عندكم موعد مع مادة خوارزميات وبرمجة موجهة لشعبة العلوم الإعلامية. حاضرين معنا مجموعة من الأساتذة الأكفاء للإجابة على مختلف الأسئلة الواردة علينا. نبدأ في استقبال هؤلاء الأساتذة واللي سعداء اليوم باستقبالهم. الأستاذ كريم بوراوي، أستاذ تعليم ثانوي، مرحبا. مرحبا بك. السيدة نادية كريم عطلة، أستاذة تعليم ثانوي، مرحبا. مرحبا. السيد فوزي البراهمي، أستاذ أول تعليم ثانوي، مرحبا. مرحبا. والسيدة سونيا الجاموسي عراب، أستاذة أولى تعليم ثانوي، مرحبا. توا نمشيو للاستوديو الفرعي وين استقبلنا المكالمات الهاتفيه، ومازال الارقام موضوع على ذمتكم. نحاول مره اخرى نذكر بالارقام هذه: 71 800 500 و845 300 71 848 808. نمشيو لاستقبال السيدة رمضان جلولة، متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد، وإلى جانبه كل من السيد كريم فغالي، أستاذ تعليم ثانوي، وسي محمد معز الوسلاتي، أستاذ تعليم ثانوي. نمشيو توا للاستوديو الفرعي لاستقبال هذه الأسئلة. شكرا على الاستضافة. في البداية شكرا للقناة الثانية الوطنية لهذا البرنامج التعليمي. كما أريد في بداية هذه الحصة أن أشكر زملائي الأساتذة لتلبيتهم الدعوة للمشاركة في هذه الحصة والإجابة على سؤالات التلاميذ ومدهم بعض النصائح في الامتحان. كما أريد أن أتمنى لتلاميذنا النجاح والتوفيق في امتحان البكالوريا. Bon, donc je vais présenter la science. Donc nous allons, nous les enseignants, répondre à vos questions et vous donner quelques conseils pratiques pour le jour d'examen. Donc nous avons choisi parmi les meilleurs enseignants, donc là, au studio, Monsieur Mouaz et Monsieur Karim avec moi sur le téléphone pour ils vont se charger de répondre à vos questions. On a jusqu'à maintenant beaucoup de questions et surtout sur le thème, on a commencé par le thème récursivité. C'est quoi la récursivité? Comment on choisit la condition de sortie dans un traitement récursif? Comment ça se fait pour l'empilement et le dépilement? Donc pour répondre à toutes vos questions, les enseignants au studio vont répondre à vos questions. Voilà, donc à vous, monsieur les enseignants. Bonjour, je vais répondre à cette question. Donc je reprends la question. La question se pose sur la récursivité, la notion d'empilement et d'épilement, et comment choisir, comment se fait le traitement et c'est comment la condition d'arrêt. Donc premièrement, je vais définir c'est quoi la récursivité. La récursivité est une technique de programmation qui permet de trouver des solutions autres que itératives lorsqu'il est possible et lorsqu'il est bien utilisé. Donc maintenant, on va présenter à vous une solution, une présentation et une solution récursive sur le traitement récurrent. Et maintenant, la notion de base et la récursivité sur le traitement. Donc, pour démarrer, la récursivité c'est quoi? Et on va définir la récursivité, on va prendre les notions de base et comment présenter la récursivité, comment choisir les conditions d'arrêt. Et pour finir, on va prendre un exemple récapitulatif qui va nous montrer comment faire l'empilement et le dépilement. Donc, quelques notions de base. Un module est dit récursif si son corps contient un ou plusieurs appels à lui-même. Donc ça c'est la première chose. Pour arriver à la condition d'arrêt du traitement,
un changement des paramètres lors de l'appel récursif est nécessaire. Donc, la forme générale d'un module récursif. On va prendre une procédure comme modèle. Donc, on a def-proc, nom de la procédure, les paramètres formels. Si test d'arrêt, ça c'est la condition d'arrêt, alors on a l'instruction du point d'arrêt. Sinon, on a des instructions et des appels récursifs avec des paramètres effectifs. On va prendre un exemple, le calcul du factoriel par la méthode récursive. Donc, premièrement, on va voir quelques rappels mathématiques. Donc, on sait bien que factoriel 0, c'est égal à 1. C'est le cas particulier, dans notre cas, c'est la condition d'arrêt. Factoriel n, c'est égal à n fois n moins 1 factoriel. Et là, c'est le cas général et c'est l'appel récursif pour notre traitement. Donc, à partir de ces deux relations, on peut en déduire la solution récursive suivante. Def fn fact n entier, le résultat c'est en entier. Si n égale à 0, on remarque n égale à 0, c'est la condition d'arrêt. Alors on a fact reçoit 1. Donc la fonction va recevoir 1. Et là c'est la condition d'arrêt. Sinon, on a ici l'appel récursif fact reçoit n fois l'appel de la fonction factorielle avec un changement du paramètre n-1. Et là, c'est très important de vérifier qu'on a changé les paramètres effectifs. Maintenant, on va voir un exemple et on va voir comment s'exécute cette fonction au niveau de l'ordinateur. Donc, on va traiter le cas pour n égale à 5. Donc, on a l'empilement. Donc, le n égale à 5, c'est un cas général. Donc, c'est égal à 5 fois factoriel 1 à factoriel 4. Et là, on n'a pas un traitement. Donc, ensuite, on a factoriel 4, c'est 4 fois factoriel 3. Et là, c'est un autre appel récursif. On passe. 3, c'est fois factoriel 2. Ensuite, 2, c'est fois factoriel 1. Factoriel 1, c'est 1 fois factoriel 0. Et factoriel 0, c'est égal à 1. Et là, c'est le traitement qui va s'arrêter. On remarque ici qu'il n'y a pas de calcul. C'est juste, on va empiler les valeurs dans la pile d'exécution. Une fois on est arrivé à la condition d'arrêt, là, il y a le dépilement. Le dépilement, ça veut dire quoi? On va revenir en nos valeurs qu'on a empilées. Donc, on a exécution de l'instruction de l'appel factoriel 0 qui est égal à 1. Ensuite, on va passer à l'autre appel factoriel 1. Le résultat, c'est 1 fois 1. Les valeurs se dépilent une à la une de la pile. Donc, exécution de l'instruction après l'appel factoriel 2, le résultat, c'est 1 fois 2 fois 2. Exécution de factoriel 3. Ensuite, exécution de factoriel 4. Et pour finir, on a le dernier appel, c'est le factoriel 4. Et là, le calcul se fait et le retour du résultat qui est égal à 120. Donc, pour conclure, dans un traitement récursif, il faut premièrement définir le ou les cas particuliers que sont les conditions d'arrêt. Deuxièmement, définir le ou les cas généraux, c'est les appels récursifs. Et dernièrement, il faut vérifier que le changement des paramètres effectifs avant ou pendant les appels récursifs, ça c'est très important. Il faut vérifier que les appels récursifs convergent vers la condition. Converge, ça veut dire et petit à petit, on va à la condition d'arrêt. Merci pour votre attention. Pour conclure, je vais donner quelques conseils aux élèves. Au niveau des examens, il faut bien répartir leur temps proportionnellement au barème et il faut noter chaque exercice à part, il faut le traiter, il ne faut pas se précipiter, répondre à toutes les questions que vous connaissez et laisser les autres aux dernières après. Et merci à tous et je passe au studio pour une autre question. La majorité des élèves posent des questions sur le chapitre « Les algorithmes d'approximation » et parmi les questions, on peut citer « Comment peut-on calculer l'aire résultante de la courbe d'une fonction sur un intervalle AB ?» il y a d'autres questions qui portent sur la notion de fichier texte. Comment utiliser les procédures et les fonctions prédéfinies avec les fichiers texte et comment lire une ligne qui dépasse 255 caractères dans un fichier texte.
Ok. Donc, pour répondre à cette question concernant le calcul de l'air, nous allons commencer par présenter qu'est-ce qu'un algorithme d'approximation, car les algorithmes qui calculent l'air font partie des algorithmes d'approximation. Ensuite, nous allons montrer deux méthodes permettant de calculer le calcul d'air. Donc, nous allons commencer la présentation par la définition de l'algorithme d'approximation. Donc, un algorithme d'approximation permet de déterminer une solution approchée à un problème dont on ne connaît pas la solution exacte. En mathématiques, l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle AB est la valeur de l'aire du domaine délimitée par l'axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction et les deux droites d'équation x égale à a et x égale à b. Donc cette partie, c'est l'intégrale AB f de x dx. Donc l'objectif est de donner une valeur approchée de l'intégrale f de x dx sur l'intervalle AB pour les fonctions dont on ne connaît pas la primitive en utilisant la méthode des rectangles ou la méthode des trapèzes. Donc nous allons commencer par la méthode des rectangles. Nous avons la méthode des rectangles à gauche, la méthode des rectangles du point du milieu et la méthode des rectangles à droite. Donc la méthode des rectangles à gauche, donc on va commencer par subdiviser l'intervalle AB en n intervalles égaux. Ensuite, on définit un rectangle en faisant coïncider l'extrémité de son côté gauche avec la courbe. L'image de x1 sur la courbe est f de x1. Nous passons à la méthode des rectangles à droite. On définit un rectangle en faisant coïncider l'extrémité de son côté droit avec la courbe. Ensuite, on passe à la méthode des rectangles du point du milieu. Donc ici aussi, nous allons subdiviser l'intervalle AB en n intervalles égaux. On définit un rectangle en faisant coïncider l'image du point du milieu de l'intervalle avec la courbe. Donc h ici va être égal à b moins a sur n. Et x1 va être égal à a plus h sur 2. L'image de x1 sur la courbe correspond à f de x1. Donc, comme vous le voyez ici, l'aire du premier rectangle, c'est la longueur fois la largeur, donc qui est égale à f de x1 fois h. Et on fait la même chose pour les 5 autres rectangles, c'est-à-dire nous allons voir la somme des aires des n rectangles va être environ égale à l'aire qui est sous la courbe. Donc, nous allons définir maintenant l'algorithme de la fonction milieu qui va nous donner la somme des aires des n rectangles. Donc, nous avons la fonction milieu qui a comme paramètre a, b, n donné par l'utilisateur. a, b de type réel, n de type entier et le résultat est de type réel. S est initialisé à 0, donc qui va contenir la somme des aires des rectangles. H va recevoir la valeur b moins a sur n. Et nous allons avoir une variable x qui va recevoir a plus h sur 2. Donc, comme nous l'avons dit, nous allons faire la somme des aires des n rectangles. Donc, nous avons besoin d'une structure itérative complète. Donc, nous allons utiliser la boucle pour i de 1 à n. S va recevoir s plus la fonction f de x fois h. Donc, f de x fois h qui va nous permettre de calculer l'aire d'un rectangle. Pour passer au rectangle suivant, donc, nous allons besoin d'incrémenter x qui va recevoir x plus h fin pour. Donc, la fonction milieu va recevoir le résultat s. Nous pouvons factoriser s, donc on aura la fonction milieu qui reçoit s fois h, fin milieu. Maintenant, nous passons à la méthode des trapèzes. Nous rappelons l'aire, comment calculer l'aire d'un trapèze. Donc c'est L1 plus L2, le tout sur 2 fois h. Donc ici aussi, nous allons subdiviser l'intervalle AB en n intervalles égaux. Nous subdivisons l'aire sous la courbe en n trapèzes. L'image de h est égal à b moins a sur n, x1 est égal à a. Donc x1 est égal à a. Donc l'image de x1 sur la courbe correspond à f de x1. Donc l'aire du premier trapèze va être égale à f de x1 plus f de x1 plus h, le tout sur 2 fois h. x2 va être égal à x1 plus h, ou de manière générale, nous pouvons dire que xi est égal à xi moins 1 plus h. Nous allons maintenant définir la fonction trap qui va calculer la somme des aires des trapèzes, qui va avoir comme paramètre a, b de type réel, n de type entier, et le résultat est un réel. Nous allons ici aussi définir une variable s qui est initialisée à 0. h reçoit b moins a sur n, et x est initialisé à a. Donc comme
Donc nous allons faire la somme des n trapèzes. Nous avons besoin de la boucle pour. Pour i de 1 n faire, donc la variable s va recevoir s plus f de x plus f de x plus h, le tout sur 2 fois h. Donc c'est la formule de l'aire du calcul d'aire d'un trapèze. Pour passer à l'aire du trapèze suivant, nous devons incrémenter x. X reçoit x plus h. Fin pour. Donc la fonction trap reçoit s. Ici aussi, nous pouvons factoriser h et la fonction trapèze va recevoir s fois h, comme le montre le schéma. Fin trapèze. Nous allons maintenant passer à une activité pour mieux cerner ces notions. Donc on va écrire l'algorithme d'un programme permettant de calculer la valeur approchée de l'intégrale f de x dx sur l'intervalle 0,1 en utilisant la méthode des trapèzes et en faisant varier le nombre de subdivisions n. f de x ici est égal à 1 sur 1 plus x le tout au carré. Le calcul s'arrête lorsque la différence entre deux sommes d'aires successives est inférieure ou égale à 10-3. Nous définissons l'algorithme principal. Le programme, nous allons l'appeler appli, donc 0 début appli. Nous allons faire l'appel de la procédure approximation qui a comme paramètre effectif 0,1. Fin appli. Donc nous définissons la procédure approximation donc, qui a comme paramètres a et b, donc de type réel. R1 qui va contenir l'aire des trapèzes qui va être initialisé à 0. N est initialisé à 0 puisque nous allons l'incrémenter et faire varier la valeur de n. Donc nous avons besoin d'une structure répétée. N reçoit n plus 1, donc à chaque itération, n va être incrémenté de 1. R2, nous allons utiliser une variable R2 qui reçoit l'ancienne valeur R1. La nouvelle valeur R1 donc, reçoit la fonction trapèze qui va avoir comme paramètre effectif A, B et N, donc qui va calculer à chaque fois l'aire résulte, donc que va nous donner la somme des aires des trapèzes qu'on va mettre dans R1. À chaque fois, on va afficher le nombre de subdivisions et l'aire correspondante. Donc, le traitement s'arrête lorsque la différence entre R2 et R1 est inférieure ou égale à 0,001. Donc nous allons écrire donc, la valeur approchée et donc la valeur approchée de l'intégrale et la dernière valeur de R1 trouvée, donc R1, fin approximation. Donc la fonction trap est celle que nous avons définie tout à l'heure, donc elle va nous permettre de définir la somme des aires des trapèzes. Donc nous allons passer à la fonction f, donc qui a x comme paramètre et le résultat est un réel. F reçoit 1 sur carré de 1 plus x, enfin f. Donc l'exécution du programme sur machine donne le résultat suivant. Donc pour chaque n, vous remarquez, nous avons une aire, donc la valeur approchée et la dernière valeur de r trouvée, donc c'est environ égal à 0,502. Sachant que la valeur de l'intégrale de f de x dx sur 0,1, donc dans l'intervalle 0,1 est égale à 0,5, nous remarquons que plus n est grand, plus nous nous rapprochons de la solution mathématique. Voilà, merci pour votre attention. Avant de passer la parole à mes collègues, j'aimerais donner 2 conseils aux élèves qui passent le bac. Le premier est de faire attention à l'énoncé. Si on vous demande d'écrire une analyse, n'écrivez pas à la place un algorithme et vice-versa. Sinon, vous risquez de perdre la totalité des points. Et la deuxième remarque que j'aimerais faire est que vous n'êtes pas obligé de donner une solution optimale, c'est-à-dire que toute solution juste est acceptée. Voilà, merci pour votre attention et je cède la parole à mes collègues. Bonsoir. Donc, ça fait 1 heure que nous recevons des appels d'élèves posant des questions sur le thème fichier texte. Parmi ces questions, comment utiliser les procédures et les fonctions prédéfinies avec les fichiers texte et comment lire une ligne qui dépasse 255 caractères dans un fichier texte. Je passe la parole à mes collègues au studio pour répondre à ces 2 questions. Je commence par remercier mes collègues et je fais un tout petit rappel sur les fichiers texte. Un fichier texte est une structure de données permettant le stockage permanent d'un texte sur un support de masse. Un fichier texte est formé par des lignes dont chacune est formée par des caractères. Chaque ligne se termine par le caractère retour chariot, ou bien la fin ligne, alors que le fichier texte lui-même, il se termine par la fin texte, ou bien par le fin fichier. Alors pour les procédures et
les fonctions prédéfinies sur les fichiers texte. Je commence par la première procédure qui est la procédure associée, permettant de relier le nom logique d'un fichier texte à son nom physique. Donc, c'est une commande permettant, donc, j'ai dit, de relier le nom physique au nom logique. La deuxième procédure, ça sera la procédure ouvrir, permettant d'ouvrir un fichier existant et remettre à zéro son pointeur, utilisé surtout pour la lecture d'un fichier texte. Troisième procédure, c'est la procédure recréer, permettant de créer un fichier texte s'il n'existe pas et effacer son contenu s'il existe. Donc cette procédure génère un fichier vide dans les deux cas. Donc le résultat de la procédure toujours est un fichier vide. La procédure suivante qui est très utilisée, c'est la procédure ajoutée, permettant d'ouvrir un fichier texte et positionner son pointeur à la fin du fichier pour qu'on puisse ajouter des chaînes ou bien de nouvelles lignes. La procédure suivante, c'est la procédure écrire. Cette procédure permet d'ajouter une chaîne dans la dernière ligne sans faire un retour à la ligne. Donc on ajoute, comme le montre l'exemple, on dispose d'un fichier contenant le texte baccalauréat 2014, le mot section. Dans une chaîne CH, nous avons stocké le mot informatique. Si j'applique la procédure écrire dans FCH, le résultat, ça sera ajouter le mot informatique à la fin du fichier après le mot section sans faire un retour à la ligne, car j'ai utilisé le mot écrire. La procédure suivante, ça sera la procédure écrire en L, une procédure qui permet d'écrire une chaîne suivie par un retour à la ligne. Donc on va voir le même exemple, sauf si j'utilise écrire en L au lieu d'écrire, après l'ajout du mot informatique à la fin du fichier, il y aura la création d'une nouvelle ligne vide. La procédure suivante, il y a d'autres procédures, donc je fais un rappel aux procédures utilisées, telles que la procédure lire à laine, la procédure lire, la fonction fin fichier permettant de tester la fin du fichier et la fonction ligne, fin ligne permettant de tester la fin d'une ligne dans un fichier texte. Alors pour mieux approfondir ces informations ou bien ces fonctions, on va passer à une application. Donc dans cette application, on dispose d'un fichier texte appelé ftexte.txt composé de plusieurs lignes. Dans une ligne, éventuellement, on peut avoir plus que 255 caractères. Alors, et on cherche à calculer le nombre d'occurrences de chaque lettre du fichier sans faire de distinction entre majuscules et minuscules. Donc, pour le texte suivant, je donne un exemple. Bac 2014, section informatique, les calculs donnent le nombre d'occurrences de A est 5 fois, donc il sera mis dans la case de A, dans une case dans laquelle on va stocker le nombre de A. Le nombre de B dans ce texte est 1, elle sera mise normalement dans une case correspondante à B. Le nombre de C est de 3, donc il sera mis dans une case correspondante à C, ainsi de suite, jusqu'à arriver au caractère Z qui n'existe pas dans ce fichier, donc son nombre est 0. Donc, les structures de données adéquates à ce problème. Alors, pour calculer le nombre d'occurrences des lettres, on a besoin de 26 variables de type entier. On peut les appeler VA, VB, ainsi de suite, jusqu'à VZ. Ou bien, on a besoin d'un tableau de 26 entiers dont les indices sont des lettres de grand A à grand Z. Le principe, il est simple. Donc, dans la première étape, on va commencer par initialiser à 0 le tableau, dont les indices sont des caractères majuscules de A à Z. Donc, dans chaque case de tableau indexé de A à Z, on va mettre un 0. La boucle permettant de réaliser cette action, c'était pour C de grand A à grand Z faire T de C reçoit 0, fin pour. Il faut faire une toute petite remarque que C est un compteur de type caractère. Donc, si je fais une deuxième technique d'explication, la case d'indice A contient le nombre d'occurrences de A. La case d'indice B contient le nombre d'occurrences de B. La case d'indice C contient le nombre d'occurrences de C. Et dans une case quelconque d'indice C, on stocke le nombre d'occurrences du caractère C. Ainsi de suite jusqu'à arriver au caractère Z. Donc, la deuxième étape, alors comment on va remplir ce tableau? Alors, parcourir chaque ligne
chaîne par chaîne pour extraire les chaînes. Donc, on a dit que une ligne, elle peut dépasser 255 caractères. Donc, on va prendre une ligne contenant 550 caractères. Cette ligne, normalement, est décomposée en 3 chaînes. La première contenant 255, j'ai schématisé ça en rouge. La deuxième contenant 255 en jaune. Et le reste, 40 caractères, seront stockés dans la troisième chaîne, en violet. Alors, pour chaque chaîne extraite, on doit la parcourir et compter le nombre d'occurrences de chaque lettre. Alors, on va répéter ces traitements jusqu'à la fin du fichier. À la fin du fichier, à la fin des traitements, on va afficher le tableau résultat. Donc, analyse du programme principal. Le nom du programme, on va l'appeler application. Le résultat, ça sera la pros affiche T. Comme vous remarquez bien, le tableau T, j'ai passé le tableau T sans nombre de cases, car il est indexé de grand A à grand Z à grand Z. Alors, ce tableau est rempli par la procédure traitement, que je dois lui fournir le fichier F, et elle se charge de remplir le tableau T par le nombre des occurrences des caractères. Et finalement, ça sera appel de la procédure associée pour associer le nom logique du fichier qui est F au nom physique qui est ftexte.txt et fin application, donc fin du programme principal. Dans le TDO global de ce programme, on a utilisé 2 objets, F de type texte et un deuxième objet T de type tab. Donc, on a besoin de créer un TDNT dans lequel on doit déclarer le type tab qui est un tableau de grand A à grand Z d'entier. Alors, analyse du module affiche. Le tableau, donc defpros affiche, T de type tab. Le résultat, on va parcourir le tableau T, donc pour C de grand A à grand Z faire, écrire à chaque fois le caractère C, message de séparation, donc 2 points, et T de C. Fin affiche, avec un TDO local, c'est le compteur de type caractère. Alors, analyse du module traitement. Donc, en tête du module, defpros traitement, var f de type texte, var t de type tab. Alors, ce module se charge de remplir le tableau T. Alors, pour remplir le tableau T, on doit ouvrir le fichier f, donc par la commande ou bien par la procédure ouvrir f, et on doit parcourir tout le fichier, donc par la boucle, tant que non fin fichier de f, faire. À chaque fois, on doit parcourir les lignes du fichier ligne par ligne, donc, puisque les lignes contiennent plus que 255 caractères. Donc, tant que non fin ligne de F, faire lire à chaque fois une chaîne CH à partir du fichier F. Cette chaîne elle-même doit être parcourue donc pour I de 1 à longue CH faire. Chaque caractère CH de I est converti en majuscule par la fonction majus, et on teste. Si c'est dans l'intervalle grand A, grand Z, alors T de C reçoit T de C plus 1. Donc, on incrémente la case correspondante au caractère C par 1. Donc, donc, si une ligne se termine, pour passer à la ligne suivante, on doit utiliser la procédure lire à len F. Donc, cette procédure lire à len F permet le passage de la ligne actuelle à la ligne suivante dans le fichier F. Donc, et on termine cette partie par fermer F. Donc, je laisse mes chers élèves prennent note, ainsi de suite. Alors, quelques infobulle d'explication. Donc, la première boucle tant que permet de parcourir le fichier. La deuxième boucle tant que non fin ligne permet de parcourir une ligne. La boucle pour permet de parcourir une chaîne. Et la procédure lire à len permet le passage à la ligne suivante. Donc, alors ce tableau, nous l'avons dit au début, doit être initialisé à 0. Donc, pour C de grand A à grand Z faire, T de C reçoit 0, fin pour et fin traitement. Alors, un TDO local, donc, on a utilisé les variables locaux CH de type chaîne, I de type entier et C de type caractère. Donc, merci pour votre attention. Et je m'adresse à mes élèves pour dire qu'il faut respecter les conventions algorithmiques lors de l'écriture des algorithmes, car ça tient compte dans le barème.
Je passe la parole à si Karim et si Mouaz pour le reste des questions. إذا في انتظار مجموعة الأسئلة الواردة علينا في الاستوديو الفرعي قدموا لكم سي كريم ومدام نادية وسي فوزي مجموعة من المعطيات الخاصة بمادة خوارزميات وبرمجة موجهة لشعبة العلوم العالمية. ما زلنا في استقبال المكالمات الهاتفية على الأرقام التالية واللي نذكروا بها ديما 71 845 300 71 848 808. يظهر لي فما عديد النصائح إلى جانب المعلومات اللي قمنا بتقديمها. فما نصائح مهمة كما قالها سي كريم قبيله، قال انه التركيز والتدقيق في المعلومه اهم من انه تكتب المعلومه دون تركيز بدون حساب البرام. نرجع توا مره اخرى للاستوديو الفرعي لاستقبال بقيه المكالمات. Pour le moment, les élèves posent des questions sur le chapitre les enregistrements et les fichiers typés. Parmi ces questions, on peut citer comment peut-on utiliser des enregistrements dans un fichier et comment trier un fichier d'enregistrement, ainsi qu'une autre question, comment peut-on faire le transfert des données entre un tableau et un fichier. Je passe la parole à Madame Sonia pour répondre à ces questions. Merci. Les questions posées par les élèves concernent deux notions fondamentales. En fait, c'est les enregistrements et les fichiers. Dans la présentation que je vais vous montrer maintenant, je vais essayer d'expliquer ces deux notions. Ensuite, je vais proposer une application où justement je vais utiliser ces deux notions fondamentales. Éventuellement, ils ont posé une question qui a attiré mon attention, comment justement trier un fichier. Justement, je vais vous montrer une méthode très efficace qui va permettre cela au niveau de l'application. Donc, comme vous le voyez, la présentation que je vais vous montrer parle des enregistrements et des fichiers. Donc, une variable simple ou un tableau ne permettent pas de ranger des données de types différents. C'est pourquoi on a recours à une nouvelle structure de données. Cette structure est l'enregistrement. Un enregistrement est un type de données défini par l'utilisateur et qui permet de grouper un nombre fini de champs de types éventuellement différents. C'est quoi un enregistrement d'abord? Donc voilà, on va déclarer maintenant cette structure d'enregistrement. On doit mentionner le nom du nouveau type enregistrement, mettre le symbole égal suivi du mot réservé enregistrement. Dans chaque ligne, on écrira le nom du champ, deux points suivis de son type, sans oublier de fermer cette structure par fin, nom de la structure. Pour illustrer maintenant cette déclaration, un exemple s'impose. On a choisi de vous présenter un nouveau type enregistrement nommé personne. Ce dernier est composé de 3 champs. Le premier champ matricule est de type entier. Le deuxième champ qui s'intitule nom est de type chaîne de caractères et le dernier champ nommé salaire est de type réel. Passons maintenant au fichier. Un fichier de données ou typé est un ensemble de valeurs qui peuvent être des entiers, des réels, des enregistrements ou autres, disposées les unes à la suite des autres, enregistrées sur un support de stockage. On va présenter donc un exemple, l'objet ou la variable f qui est de type livré. C'est quoi le type livré? Donc le type livré, c'est un fichier qui est un fichier d'enregistrement, tel que l'enregistrement s'appelle candidat.
On va avoir plus de détails au niveau du TDNT. Donc, l'enregistrement s'appelle candidat. C'est un enregistrement à 3 champs. Les 2 premiers champs, matricule, nom et chaîne, sont de type chaîne. Et le 3e champ s'appelle moyenne et il est de type réel. Ensuite, cet enregistrement candidat va être utilisé pour déclarer le type fichier livré qui est un fichier de candidat. Maintenant, une application pour illustrer tout ce qu'on vient de dire. Un enseignant dispose d'un fichier intitulé f.date, contenant les informations suivantes, nom et matricule, qui sont tous les 2 de type chaîne de caractères, moyenne qui est de type réel. L'enseignant désire trier le fichier selon la moyenne et dans l'ordre, bien sûr, décroissant. Un exemple maintenant pour comprendre davantage cette application. Voilà par exemple un fichier f.date qui contient, comme vous le constatez, 3 enregistrements. Ensuite, on va utiliser justement cette méthode pour trier ce fichier. On va commencer par transférer toutes ces données depuis le fichier vers un tableau. Je rappelle que le tableau T n'est autre qu'un tableau d'enregistrement. Donc, il va utiliser la structure candidat qu'on vient de déclarer tout à l'heure. Ensuite, la 2e étape consiste à trier le tableau en question dans l'ordre décroissant et selon le critère moyenne. Donc, on obtient un tableau qui est trié dans l'ordre décroissant. La dernière étape consiste à transférer maintenant ces données qui sont maintenant triées au fichier initial. Donc, le fichier initial auparavant contenait des informations non triées. Ils vont être écrasés et ils vont être plutôt remplacés par des fichiers, par des données qui sont triées. Donc, vous voyez maintenant le cycle complet, justement, que je viens d'expliquer tout à l'heure. Le passage du fichier vers le tableau, le passage, donc le tri en fait du tableau. Ensuite, le transfert vers le fichier. Maintenant, on va commencer le programme principal. On va commencer la résolution du problème et on va commencer par le programme principal. On va commencer tout d'abord par associer un nom logique au nom physique. Ensuite, on va faire appel à la procédure transfert tab. Ensuite, la procédure tri tab. Et enfin, la procédure transfert fiche. Sans oublier de fermer le fichier avant de fermer le programme principal. On va maintenant parler des variables qu'on va utiliser au niveau de ce programme, ou plutôt les paramètres effectifs qu'on a fait appel au niveau des procédures. Donc, c'est le F qui est de type fiche, le N qui est de type entier, le T qui est le tableau et il est de type vfiche. Voyons voir qu'est-ce que c'est que fiche et vfiche. Donc, dans un premier temps, on doit déclarer l'enregistrement rfiche, qui est un enregistrement à 3 champs, nom matricule de type chaîne et moyenne de type réel. Ensuite, le vfiche, c'est un tableau, lui aussi, d'enregistrement, mais de 50 enregistrements. Pourquoi justement 50? Parce que tout à l'heure, au niveau de l'énoncé, on a dit que n ne peut pas dépasser 50, donc on peut se contenter de 50 rfiche. Ensuite, on doit aussi déclarer un nouveau type fiche, qui est le fichier de rfiche, donc d'enregistrement. C'est un fichier de données ou d'enregistrement. Passons maintenant aux procédures qu'on vient de citer au niveau du programme principal et on commence par le commencement, par la procédure transfert tab.
Je rappelle que transfert tab permet de transférer les données depuis le fichier de données vers le tableau. Vous remarquez ici que les paramètres au niveau de cette procédure sont tous passés par variable, puisque le fichier est toujours passé par variable. Ensuite, le tableau et le n sont passés par variable, puisque ce sont les résultats de cette procédure. Dans un premier temps, on va ouvrir le fichier F, et là, l'ouverture n'est autre qu'une ouverture en lecture seulement. Ensuite, on va initialiser le n à 0. Pourquoi l'initialiser à 0? Le n, parce que le n représente le nombre en fait d'éléments qu'on va mettre dans le tableau. Donc, on commence par 0. Ensuite, on doit parcourir le tableau jusqu'à sa fin grâce à la structure itérative tant que. Ensuite, on incrémente le n. On va lire l'enregistrement X à partir du fichier F. Ensuite, on doit le placer à sa bonne place, c'est-à-dire à la place N au niveau du tableau. Oui, ensuite, on va passer maintenant pour voir la procédure tri-tab. Donc, cette procédure va nous permettre de trier le tableau dans l'ordre décroissant. Et là, je mets l'accent sur le fait que, comme vous le remarquez, le tableau ici, on a mis en rouge les moyennes, puisque la comparaison se fait entre T de I point moyenne et T de I plus 1 point moyenne. C'est le critère de tri décroissant. Maintenant, vous remarquez aussi que la méthode de tri qu'on a utilisée, c'est la méthode tri à bulles. Donc, c'est une méthode qui a été enseignée au cours de l'année. On peut utiliser n'importe quelle autre méthode, qu'elle soit itérative, récursive. Le plus important, c'est que vous utilisez une méthode que vous maîtrisez. C'est le plus important. Ensuite, on va voir la procédure transfert fiche. Donc, dans cette procédure, on va transférer les données depuis le tableau vers le fichier de données. Bien sûr, on va utiliser comme première instruction, on va utiliser le récréer, qui est l'équivalent du rewrite. Et je rappelle que rewrite permet d'ouvrir en écriture un fichier. Donc, si jamais le fichier est vide, donc si le fichier plutôt contient des informations, il va être vidé de son contenu. Dans notre cas, c'est le cas. Donc, il contient des informations. Ensuite, on va parcourir tout le tableau depuis 1 jusqu'à n, c'est-à-dire tous les éléments qui sont déjà remplis dans le tableau. On va écrire dans F l'élément sur lequel on est pointé. Et sans oublier d'afficher le nom et la moyenne du candidat, puisque ça a été mentionné au niveau de l'énoncé. Merci pour votre attention. Donc, avant de nous quitter, j'aimerais bien donner un petit conseil aux élèves. Donc, il est impératif d'avoir en tête tous les algorithmes que vous avez vus au cours de l'année scolaire. Vu que ce sont des algorithmes qui sont supposés connus, donc le temps qui vous reste pendant la résolution d'un problème ou d'un exercice, vous le consacrez aux questions de réflexion. Ça serait beaucoup plus intéressant de perdre beaucoup de temps au niveau des algorithmes qui sont supposés être connus. Voilà, merci pour votre attention. Donc, je cède la parole si jamais il y a d'autres questions. Nous avons reçu des appels posant des questions sur le thème approximation. Parmi ces questions posées, j'ai noté celle que j'ai jugée la plus intéressante. Comment peut-on calculer une valeur rapprochée d'une constante? Je passe la parole aux collègues pour répondre à cette question. Prendre l'exemple de la constante pi et nous allons écrire un algorithme permettant de calculer la valeur rapprochée de la constante pi. Donc, comme vous le savez, la constante pi n'a pas une valeur exacte. Donc, nous avons différentes méthodes permettant de calculer une valeur rapprochée de cette constante. Donc, nous avons la méthode
Donc voilà, on ne connaît pas la valeur exacte de pi. Donc nous avons la méthode de Lair de Wallis. Nous allons nous intéresser à la formule de Lair dans la diapositive suivante. Donc la méthode de Lair dit que pi au carré sur 6 est égal à 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré, etc. Nous avons une somme infinie. Donc pi est égal à racine carrée fois cette somme infinie. Donc la question qui se pose est quelle est la condition d'arrêt pour calculer la valeur approchée de pi pour un epsilon donné. Donc la réponse est que nous allons nous arrêter lorsque la différence entre deux sommes successives est inférieure ou égale à epsilon. Donc nous allons prendre l'exemple epsilon égale 0,01. Donc nous avons S1 égale à 1, S2 est égal à 1 plus 1 sur 2 au carré. La valeur absolue de la racine carrée de 6 fois S2 moins racine carrée de 6 fois S1 est supérieure à epsilon. Donc on passe à S3. Donc au traitement suivant, nous allons calculer 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré. Et nous trouvons que la valeur absolue de la différence entre racine carrée de 6 fois S3 moins racine carrée de 6 fois S2 est supérieure à epsilon. Nous allons continuer le traitement jusqu'à S10 et nous allons trouver que la valeur absolue de racine carrée de 6 fois S10 moins racine carrée de 6 fois S9 est inférieure ou égale à epsilon. Donc nous arrêtons le traitement et nous pouvons dire que la valeur approchée de pi est égale à racine carrée de 6 fois S10 qui est environ égale à 0,39 ou 395. Pour epsilon est égal à 10 moins 5, nous aurons une valeur de pi environ égale à 3,139. Pour epsilon est égal à 10 moins 7, nous aurons une valeur de pi environ égale à 3,14. Vous remarquez ici que plus epsilon est petit, plus la valeur de pi sera précise. Donc nous allons écrire l'algorithme de la fonction pi Euler qui va avoir comme paramètre epsilon donné par l'utilisateur et le résultat est un réel. Nous allons utiliser une variable Sn initialisée à 1 puisque la première valeur de la somme est 1. Et vous remarquez que le dénominateur de la fraction commence à 2. Donc ensuite il est incrémenté de 1. Nous allons utiliser une variable i pour faire ce traitement. Donc nous allons utiliser la structure itérative répétée. Donc nous allons utiliser une variable SA qui contient l'ancienne valeur Sn. Sn reçoit l'ancienne valeur de Sn plus 1 sur carré de i. Et i est incrémenté de 1. Nous répétons ce traitement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, jusqu'à ce que la valeur absolue de racine carrée de 6 fois Sn moins racine carrée de 6 fois S1 est inférieure ou égale à epsilon. Donc la fonction pi Euler reçoit le résultat racine carrée de 6 fois le dernier Sn que nous avons trouvé. Donc fin pi Euler. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je passe la parole à mes collègues pour la question suivante. Bon, pour le moment, les élèves posent des questions sur les méthodes de tri. Parmi les questions, ils veulent comprendre le principe de tri par insertion. Alors, je passe la parole à mes collègues pour répondre à cette question et à M. Karim Bouraoui. Les élèves se posent des questions concernant les tri par insertion. Donc, on va voir une méthode, le principe de cette méthode de tri. Donc, je vais vous montrer une présentation concernant la méthode de tri par insertion, la définition, un exemple et l'algorithme de la fonction. Donc, on passe à la présentation. Donc, le principe de la tri par insertion, c'est une méthode de tri qui consiste à prendre les éléments de la liste un par un, puis insérer chacun à sa bonne place, de façon que les éléments traités forment une seule liste triée. Donc, on commence par le deuxième élément, comparer l'élément choisi avec tous ses précédents dans la liste et l'insérer dans sa bonne place. Répétez l'étape 2 pour les éléments suivants jusqu'à arriver au dernier. Donc, on va prendre un exemple d'un tableau et pour comprendre mieux le principe. Donc, j'ai pris un tableau de 6 éléments. On va trier le tableau de 6 éléments dans l'ordre croissant. Donc, le tableau T contient les éléments 17, 12, 50, 10, 33 et 15. Donc, le résultat final il doit être 10, 12, 15, 17, 33 et 50. Donc, la première étape, c'est on va se pointer à la deuxième case du tableau. On cherche la position à insérer. Donc, 12 est inférieur à 17. Donc, on va insérer 12 à la place
du 17. Donc on aura le tableau, dans l'étape 2, on aura le tableau 12, 17, 15, 50. Donc on va traiter l'élément 50. Donc on remarque ici que le sous-tableau en rouge, il est trié. Donc on va traiter 50 et à son bon place. Donc on va passer à l'étape 3, 10. On va traiter l'élément 10. On va décaler l'élément 10 du tableau jusqu'à libérer la position d'insertion dans la case T4. Est égal à 10, libérer la case numéro 1. Et on va faire le changement des éléments, la permutation. 10 va prendre la place, de telle sorte qu'on va décaler tous les éléments 12, 17 et 50. Donc on va passer à l'étape 4. Donc l'élément 33, on va répéter jusqu'à, on va comparer 33 avec 50, il n'est pas à sa bonne place, on va chercher sa bonne place de l'insertion, donc il est inséré à la position 4. Ensuite, on va passer au dernier élément, 15. 15, il est inséré à la position 3. Donc, on va voir l'analyse du programme principal. Donc, on a le résultat, c'est la procédure affichée avec deux paramètres T, le tableau, et N. On va trier le tableau avec la procédure trier. On va remplir le tableau par la procédure remplir. Et on va saisir N. N, c'est la taille du tableau. Dans notre cas, on va s'intéresser juste à la procédure trier. Donc, la procédure trier comme paramètre var T tab N entier. Var, il faut faire attention, var pour que le tableau va être trié, il va changer. Donc, le résultat, donc pour I de 2 à N, on va commencer de la deuxième case. On va sauvegarder l'élément courant. P reçoit I, c'est la position. On va appeler la procédure décalée avec le paramètre T, P et OX. P va recevoir la position libre qu'on va insérer l'élément OX. T de P reçoit OX. Maintenant, on va voir la procédure décalée. Var T tab, var P entier, OX un entier. Donc, on va utiliser la boucle tant que. Tant que T de P moins 1 supérieur à OX, donc l'élément il est supérieur à l'élément courant, il va être décalé. Et P, tant qu'il n'a pas arrivé au premier élément du tableau, donc on va faire quoi? T de P reçoit T de P moins 1. Donc, l'élément il va avancer d'une position et on va recoller notre compteur d'une position P reçoit P moins 1. Merci pour votre attention. J'espère que j'ai répondu aux questions des élèves et je passe la parole. سي كريم، واكيد الافاده حصلت من خلال الاجوبه على مختلف الاسئله، واكيد ايضا من خلال النصائح اللي قدموها الاساتذه الاكفاء الحاضرين معنا. نجدد الشكر لسي كريم البراوي، مدام ناديه كريم عطله، سيده سونيا الجاموسي عراب، وسي فوزي البراهمي. زاد نجدد شكرنا لسي رمضان جلول متفقد المدارس الاعداديه والمعاهد. فقط نحب نذكر بوسائل الاتصال باش تقدموا اسئلتكم اللي نبداو ناخذوا فيها بدايه من الساعه 5 مساء. ونحب نقول انه الماده الخاصه بتلاميذ البكالوريا اللي يوم الغد الاثنين 2 جوان هي ماده التصرف، باش تكون حاضره معنا زميلتنا وحيده الغربي. وتوا نرجعوا مره اخرى للاستوديو الفرعي مع سي رمضان جلول. شكرا. نحب نشكر زملائي الاساتذه على المجهود اللي قاموا به. في الختام نتمنى لتلاميذنا النجاح، وان شاء الله افدناهم بالحصه هذه، وشكرا مرة أخرى. حتى احنا بدونا نتمنى النجاح والتوفيق، وما بقى لي تو كان باش نقول لكم مشاهدة طيبة لبقية برامج القناة الوطنية الثانية.